L'affichage environnemental, qui est un gros chantier qui est mené par l'ADEME, est en train d'arriver et début de l'année prochaine, parce que ce sera en janvier, en février, on commencera à voir sur les produits finis en grande distrib, les produits alimentaires, mais aussi en textile, un score qui ne sera pas une lettre, ça c'est important, qui sera un score numérique. C'est hyper important parce que les industriels se sont dit, mais attends, mais si c'est des lettres A, B, C, D, E, en fait, ça va être très très difficile de bouger d'une lettre à l'autre. Enfin, parce que les pratiques, vous pouvez améliorer votre intensité carbone, mais enfin, ramener au niveau de la recette, tout ça, enfin, il y a un effet dilutif mathématique qui fait que c'est très très difficile de passer d'une lettre à l'autre. Mais si vous avez un score, l'incitation est plus importante, ça se voit. Enfin, vous pouvez regarder les chiffres. Bon, enfin, je pense qu'il est illusoire de penser que les choses vont changer si on n'arrive pas à intégrer nos actions dans ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes, enfin, qui fonctionnent avec des règles de marché. Et je pense que pour le faire, en fait, il faut absolument que le coût environnemental des produits que l'on achète soit intégré dans le coût des matières, dans les cost of goods sold, quoi. Et donc, pour moi, il est absolument évident, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, ça c'est notre vision chez Carbon Maps, que la comptabilité environnementale qu'on est en train de bâtir nous va se rapprocher et va être fondue, va être embarquée dans la comptabilité d'entreprise générale. Et je pense que c'est fondamental. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, ici Sophie qui vous parle et Stan est avec moi aujourd'hui pour l'enregistrement de ce nouvel épisode. Salut Stan. Hello. Je me permets une petite parenthèse, on est déjà super heureux de notre invité de marque que je vais vous présenter dans un instant, mais on est aussi super heureux parce qu'on a dépassé la barre des 50 épisodes enregistrés. 50 épisodes, ça veut dire 50 échanges hyper enrichissants avec 50 membres de notre communauté. Donc on les remercie énormément pour leur temps et pour toutes ces discussions qui ont ouvert nos chakras sur différents sujets, allant de la gestion des stocks avec Elliot Jabès, l'industrie du luxe avec Delphine Vitry, en passant par l'agriculture ou encore l'IA, l'immobilier, l'upcycling. Bref, beaucoup d'échanges sur des problématiques, et notamment notre fameux build d'Acity for Good. Et comment réussir aussi à baisser nos émissions de CO2 et passer de 10 tonnes à 2 tonnes. Ça, c'est au cœur de Daphné et au cœur de nos valeurs. Et aujourd'hui, on est en plein dans le thème puisqu'on reçoit Patrick de Carbon Maps. Hello Patrick. Hello, bonjour. Chers auditeurs, ce nom vous est peut-être familier parce que Patrick, tu n'es pas à ta première boîte, tu es un peu un serial entrepreneur comme on dit. Tu as eu une vie antérieure toujours dans la food puisque tu es à l'origine de Food Chéri. Je vais arrêter de spoiler, je vais te laisser le micro. Patrick, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de parler de Food Chéri et de Carbon Maps, est-ce que tu peux nous parler de toi lorsque tu étais enfant et adolescent? D'où viens-tu? Où as-tu grandi? Quels étaient tes rêves et tes passions? Alors, par quoi commencer? Je suis né en Iran, donc voilà, je suis un franco-iranien. J'ai grandi en France. J'ai fait mes études en France, en Angleterre et aux États-Unis, où j'ai fait ma business school. Et ingénieur de formation. Mes passions, quand j'étais gamin, je pense que j'ai toujours eu une passion pour les arts martiaux. Voilà. Et petite anecdote, j'ai appris à faire du nunchaku en regardant des films de Bruce Lee. Bonne inspiration. Voilà. Et du coup, à quel âge t'es arrivé en France? J'avais 3 ans. Donc non, voilà. La France pour moi c'est mon pays adoptif, mais c'est vrai que j'ai grandi avec cette ambiguïté sur est-ce que j'étais français ou iranien, ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois. Ça a vachement façonné qui tu es. Ouais, mon identité. Et c'était durant une période qui n'était pas facile en fait, lorsque la révolution islamique s'est installée en Iran et a changé beaucoup de choses, avec des répercussions qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient, au Proche-Orient, est très 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 lié à ce qui s'est passé dans les années 80 en Iran, intimement lié. Et sur une note peut-être plus gaie, pour revenir aux arts martiaux, on sait en off que tu es un grand
jiu-jitsuisme, on va dire. Jiu-jitsutiste. C'est terrible. Tu peux nous parler un peu de ce sport de combat? Ouais, alors en fait, non, d'abord, je suis pas un grand pratiquant, mais j'ai repris la pratique des arts martiaux récemment. Quand j'étais gamin, je faisais du judo. Je me suis cassé le bras au judo, j'ai arrêté et j'ai fait une longue pause. Et il y a 1 an, je me suis dit, je vais reprendre. Je faisais un peu de boxe thaï, tout ça. Puis je vais reprendre le judo. J'ai toujours été obsédé par le judo. Mon premier cours, j'ai vu que c'était trop brutal, quoi. Je chutais, je sais pas combien de fois par séance. Ça allait pas le faire. Et à ce moment-là, j'ai vu que d'autres personnes dans le club, là, on appelle ça des académies maintenant, pratiquaient le jiu-jitsu brésilien, qui est un cousin du judo, et se pratique essentiellement une fois que le combat est amené au sol, parce que la plupart des combats, finalement, finissent au sol. Et c'était une pratique beaucoup plus safe, très dure, hein, très, très cardio, très difficile, très, très cérébrale, très technique, mais plus safe parce qu'il n'y a pas de chute. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et j'ai découvert un monde absolument fantastique, très communautaire, avec un art martial extrêmement technique, extrêmement cérébral. C'est vraiment du problem solving en plein combat, quoi. Voilà. Et donc, c'est pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs et de geeks aux États-Unis pratiquent cet art martial. Et du coup, tu as bien trouvé parce que c'est tellement safe que tu t'es cassé. Alors, c'est très paradoxal parce que du coup, j'ai commencé à faire mes premières compétitions il y a quelques mois. Ouais. Et d'ailleurs, je prépare un championnat au niveau européen en janvier. Et manque de bol, peut-être la mauvaise chance du débutant, je me suis cassé 2 fois le nez, à 2 endroits différents, mais à 1 mois d'intervalle. Mais voilà, je suis encore là, je continue, je pratique 3 fois par semaine et je suis très motivé. Donc, la résilience est là. Je pense que c'est la résilience de l'entrepreneur qui s'est installée. Je me suis dit, non, je vais y arriver. Je vais aller jusqu'à une ceinture de plus en plus... On te souhaite bon courage pour ces combats à venir. Et on rassure nos auditeurs, ton nez a l'air tout à fait normal. Il a été opéré 2 fois. En espérant qu'il n'y aura pas de 3e fois alors. Et, on peut faire une petite digression dès maintenant, Sophie, parce que du coup, si tu as commencé l'année dernière la compétition, ou cette année la compétition, c'est que tu as commencé récemment le jiu-jitsu. Oui. En fait, j'ai commencé. Alors, j'avais des bases de combat parce que j'avais fait du judo quand j'étais gamin, et ça revient très vite. Mais j'ai commencé il y a 1 an. J'ai recommencé il y a 1 an. Et moi, j'aime bien apprendre les nouvelles choses. Tous les ans, c'est un objectif perso. J'aime bien apprendre. Alors ça peut être une petite chose, une grosse chose, mais... Et c'est quoi les derniers? Moi, je suis comme toi, mais du coup, ça me fascine. Tu as l'air de pousser le truc super loin. Quels sont les derniers trucs que tu as choisi d'apprendre sur les dernières années? Alors, sur les dernières années, il y a des trucs qui sont d'ordre physique. Typiquement, moi, durant le Covid, j'ai appris à faire de la corde à sauter. Et aujourd'hui, j'en fais plutôt bien comme un boxeur. Enfin, tu me voyais en faire, tu dirais, c'est un pro. Alors, en fait, que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai pris des cours pour être capable d'animer une soirée en tant que DJ. Voilà. Ça, j'ai fait ça récemment. Prochaine soirée Daphne. Prochaine soirée Daphne. Tu seras là, Patrick. Et là, je pense que là, je vais me mettre en janvier, donc nouvelle année, à apprendre ou réapprendre le persan, qui est ma langue natale, ma langue maternelle. Tu as déjà des bases? J'ai des bases, mais je ne sais pas bien lire ou écrire. Okay. Je suis pas capable je serais incapable de pitcher une idée en persan. Est-ce que tu peux nous pitcher, alors, on va te demander en français, Food Chéri, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, et pourquoi tu nous racontes un peu cette première histoire entrepreneuriale? Oui, tout à fait. Food Chéri, c'est une food tech que j'ai cofondée avec Julia Vernin, dont je parlerai après, parce qu'elle est aussi très, très engagée dans l'alimentation durable. Food Chéri est une food tech que j'ai cofondée en 2015, et avec l'idée que pour servir, je pense au début, un besoin perso, j'étais un mauvais cuisinier, et je me disais pourquoi pas imaginer que finalement on trouve un entrepôt aux portes de Paris et qu'on transforme ça en énorme cuisine centrale et qu'on puisse livrer des déjeuners ou des dîners à partir de cet entrepôt. Et de proche en proche, cette vision est devenue réalité. Et fast forward quelques années, entre 2015 et 2021, on avait bâti une énorme cuisine centrale de 2500 m² aux portes de Paris, à Sucy-en-Brie pour être précis, qui produisait pas loin de 20 000 repas par jour, 15 000 repas par jour en 2021.
Et voilà, avec un positionnement résolument engagé, très vite, les plats la moitié de la carte était végétarienne. Ça, en 2015, c'était pas évident. En 2015, c'était pas évident. Et on a été les premiers. Par exemple, on a sorti, on a supprimé certains ingrédients comme le bœuf, l'avocat de nos recettes. On a été les premiers à mettre en place ce qui s'appelait à l'époque l'éco-score et qui va renaître l'an prochain. On en reparlera, je pense. Mais on affichait l'impact de nos plats et voilà. Donc on était résolument engagés. On le faisait savoir. C'était vraiment notre positionnement. Et voilà, donc ça c'est Food Chéri qui a été racheté par le groupe Sodexo. Et pour revenir juste, parce que finalement tu travaillais, tu l'as pas dit, mais tu travaillais dans les télécoms et tu te jettes dans la food tech comme ça, d'habitude c'est... Non, en fait, non, t'as raison, je dirigeais une grosse équipe, toute l'équipe marketing des SFR, qui était un gros truc, hein. Il y avait une équipe de 150 marketeurs, un business qui faisait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin, c'était un gros truc. Ouais. Et ensuite, mais c'était devenu trop gros, trop politique pour moi. Et mon chemin a croisé celui de Bertrand Gélansperger et de Patrick d'Alsace, qui était en train de travailler sur la fourchette et qui venait de lever un tour avec Partech et Serena. Mm-hmm. Et je les ai rejoints à ce moment-là pour les aider à structurer la boîte parce qu'ils avaient besoin de gens qui avaient... voilà, donc surtout les savoir-faire d'opérateur, quoi. Ouais. Okay. Produit, marketing, au sens large, marque, enfin toute la partie consumer. Donc on était 2 patrons des opérations, un en charge de la partie consumer et un autre, Olivier, qui était en charge des restaurants. Voilà. Et c'est suite à cette expérience-là que tu as eu envie d'entreprendre? C'est-à-dire que moi, mon envie d'entreprendre, elle est fondamentalement liée au fait que je suis attaché à la liberté, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Et je me suis dit, bon, en fait, là, il faut vraiment que la prochaine boîte soit la mienne. Et avec quelques anciens de la fourchette, on a commencé à itérer sur ce qui ensuite a donné lieu à la création de Food Chéri. Une fois que, juste après le rachat de la fourchette par TripAdvisor, c'était en 2014. Et du coup, c'est les business dans la food, c'est quand même... Enfin, tous les gens qui en reviennent t'expliquent que c'est probablement les business les plus durs les plus difficiles à monter. T'as vécu, du coup... si tu peux nous raconter un peu, justement, les aventures. C'est très, très dur. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais totalement naïf. J'avais aucune idée des difficultés que j'allais devoir affronter. Aucune idée. Et ça m'a permis de me lancer. Et j'ai très vite vu que je n'allais pas pouvoir gérer des opérations aussi compliquées seul. Et à ce moment-là, Julia était au tout début de l'aventure, mais c'est devenu vraiment mon binôme et ma cofondatrice. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé à scaler en fait ces opérations. On a eu quelques anecdotes. On est passé à chaque année, je sous-estimais la capacité, la taille de nos labos. Donc, chaque année, on changeait de cuisine centrale ou de labo. Chaque année. Sucy-en-Brie en 2020, c'était notre 5e labo. Et là, on a visé gros, 2500 m². Mais une fois que Sodexo a racheté, et quand je suis parti en 2021, on était déjà à 80% de la capacité. Donc, il fallait déjà commencer à réfléchir au labo d'après. Et c'est très dur à scaler, très dur de prévoir. Et en fait, lorsque vous voyez un plat sur une app et vous faites livrer, il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer. C'est incroyable. Enfin, la série d'événements entre la livraison des ingrédients, la cuisine, le stockage, enfin la livraison en froid, que sais-je. Enfin, c'est tellement de choses. Alors, sans parler des aspects tech, parce que pour peu que quelque chose déraille dans l'algo de livraison, mais alors là, les livreurs sont paumés, ils ne savent plus où aller. Enfin, et des galères comme ça, on en a eu tellement. Mais ma plus grosse galère, ça a été l'un de nos centres de production. Je pense que c'était le deuxième qui était à Montreuil, il faisait 400 m², qui a brûlé. C'était un incendie accidentel. Parce que nous, en fait, pour rappel, nous, on internalisait la production. Donc, on faisait tout nous-mêmes. On produisait, on était e-commerçant et on livrait. Donc, on était restaurateur, e-commerçant et logisticien. Et on cumulait énormément de difficultés, en fait, dans un seul modèle. Et cette cuisine a brûlé en quelques minutes. Tout est parti.
Et ça a été, et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû me pincer pour savoir si je vivais un cauchemar ou c'était la réalité ou pas, quoi. Ça m'est jamais arrivé. Et ce jour-là, je l'ai fait. Et c'était, et heureusement, on venait juste de lever notre série A et l'argent a été viré sur le compte. La veille. Quand j'ai la veille, c'est la veille. C'était le 12 juillet et le feu a pris le 13 juillet. Je suis intimement convaincu que ça aurait rien changé. Si, que ça. Non, je pense que ça aurait changé les choses en fait. Ouais, bah c'est. Ouais. Je pense que ça aurait changé les choses. Il y a une bonne étoile qui a fait le virement la veille. Le virement a eu la veille et du coup j'ai pris énormément de risques pour pouvoir remettre cette cuisine d'aplomb parce que les assureurs au début ils voulaient lancer une expertise et tout ça et j'ai pas attendu. On a relancé tout de suite les travaux, on a recommandé les machines et donc on a un temps record. Donc ça s'est passé le 13 juillet et le 1er septembre on était back to business et ça c'était pas du tout ça aurait été impossible. C'était un labo de 400 mètres carrés, il y a eu 600 000 € de dégâts qu'il a fallu faire durant les vacances d'été, quoi. Ouais. Et ça, on a réussi quand même à maintenir nos opérations parce qu'on a trouvé un local qui nous a été prêté par un autre entrepreneur pour pouvoir continuer. Et donc, les clients n'ont même pas vu la discontinuité. On a fini par être transparent et le dire, mais on a arrêté 2 jours seulement de produire. C'est impressionnant. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment le moment le plus dur, mais c'est aussi ces moments-là qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment manqué. Lorsque, en 2021, je quittais Food Cherry après le rachat par Sodexo. Et pendant 1 an, j'itérais, je réfléchissais à de nouvelles idées. Et je rencontrais aussi pas mal d'entrepreneurs parce que j'ai investi aussi dans pas mal de startups. Mais et à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est jamais... moi, il faut que je me relance parce que cette adrénaline... et même quand les choses vont très, très mal, en fait, c'est ces choses-là dont vous vous souvenez plus tard. C'est souvent ces choses-là, d'ailleurs, dont vous ne connaissez pas les succès. C'est souvent les moments les plus durs. Oui, c'est dingue, parce que c'est quand même un super succès, cette revente, mais on oublie souvent le moment où tu t'es demandé si tu allais repartir le lendemain. Ouais, par exemple, moi, je me souviens de ce moment-là. Je me souviens du moment où les négos avec Sodexo ont failli capoter. Ah oui. Je me souviens, à la limite, plus de ce moment-là que de la vente et des bons moments qui ont suivi derrière. Je me souviens vraiment, vraiment des moments les plus durs durant la négo, quoi. Ça m'a beaucoup plus marqué que... Finalement, alors c'est pas des échecs, c'est des moments difficiles. Il y a des moments difficiles où tout peut basculer. C'est à la fin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est ce que tu retiens. C'est ce que je retiens. Ouais. C'est là où les arts martiaux et le calme que tu dégages ont dû jouer un peu, quoi. Parce que les arts martiaux m'aident à être calme, parce que je sais pas si je le suis, mais m'aident à être patient. Voilà. Et je me souviens, on a eu la discussion, mais nous, on cherche souvent une forme de founder market fit quand on regarde une boîte en se disant t'as pas besoin de la même personne pour monter une boîte dans le bâtiment que pour monter une banque, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait une forme d'adéquation. Et toi, justement, avec le passé que tu as chez Food Cherry, on te dit ça doit être quelqu'un qui tient pas en place, parce qu'il faut un niveau d'énergie pour faire marcher un Food Cherry qui doit être complètement incroyable. Tu vois, et finalement, tu es reparti donc, dans tes convictions parce que c'est ce que tu décrivais, mais Carbon Map, c'est l'incarnation de tes convictions, mais tu es quand même reparti sur un sujet software où ton entrepôt ne peut pas brûler, quoi. Ouais, alors ça, je vais être candide avec vous. Les premiers mois étaient un ajustement majeur pour moi. Je ne suis pas du tout habitué au rythme du software, et encore moins du software d'entreprise, qui est encore un autre game. C'était pas évident, ça demande énormément de patience. Le temps est beaucoup plus long. Il n'y a pas l'adrénaline de la journée où le compteur, le nombre de plaques que vous vendez, tous les problèmes qu'il y a. Parce que chaque jour, il y avait de gros problèmes à résoudre. Ouais. Genre, les livraisons qui se passent mal, des clients qui gueulent, ou ça peut être même... il peut y avoir des intoxications alimentaires. Enfin, dans la food, dans le frais, vous avez des problèmes tout le temps à gérer. Tout le temps. Et là, ce n'est pas le cas. Là, il faut prendre du temps pour réfléchir et se projeter, bâtir des relations avec les clients. Et donc, heureusement que je suis entouré d'associés, de cofondateurs, Estelle et Jérémy. Et notamment Estelle, qui a une grosse expérience dans le SaaS entreprise, parce qu'elle vient vraiment de ce monde-là, et qui, à chaque fois, me dit « Non, mais c'est normal. C'est normal. Il faut attendre. Ça va nous prendre 18 mois pour faire du discovery. » 18 mois? Mais non, mais c'est pas possible. C'est le Patrick impatient.
Ouais. On perçoit l'équilibré dans l'équipe. Ouais. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Carbon Maps, est-ce que tu peux présenter en 2 mots ce que vous faites? Oui, Carbon Maps, alors aujourd'hui, c'est une entreprise qui a un peu moins d'1 an, qui a pour mission de bâtir, pour résumer, pour moi, le SAP de l'environnement, dédié à l'industrie agroalimentaire, parce que c'est une industrie qui est extrêmement complexe, qui a un énorme impact sur le climat, ça vous le savez, mais qui est très très complexe. En fait, être bon là-dedans, ça demande d'être bon dans plein de filières. Voilà, la filière laitière, le bovin, les céréales, les grandes cultures, les fruits. C'est pas quelque chose de simple. Et en plus, vous avez une chaîne de valeur qui est assez complexe. Et donc, nous, on est en train de développer une plateforme de comptabilité analytique environnementale pour aider les industriels vraiment à mesurer leur impact donc complet de la ferme jusqu'à la fourchette, donc scope 3, scope 1, scope 2, scope 3, à la maille du produit, à la maille du fournisseur, pour leur permettre en fait d'identifier des leviers d'action. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, pour résumer, c'est un outil de gestion opérationnelle, de pilotage opérationnel de l'impact environnemental pour les industriels de l'agroalimentaire. Et donc, c'est-à-dire que très concrètement, si moi j'achète un paquet de riz disons chez Carrefour, c'est grâce à vous que je connaîtrai l'impact du riz, de la production au transport, au packaging, jusqu'à mon rayon. Oui, alors en fait, probablement que tu ne nous connaîtrais pas nous directement, parce qu'on est une solution B2B, donc on va mettre entre les mains des équipes opérationnelles de Carrefour un outil de gestion, un outil de calcul, et eux vont faire des simulations et vont probablement mettre bientôt un affichage environnemental, l'éco-score, sur ces produits, et c'est grâce à notre plateforme que ces calculs sont faits. Mais au-delà du calcul, parce que le calcul, la mesure, c'est une première étape, mais elle ne suffit pas en elle-même. Enfin, vous pouvez faire tous les calculs du monde, c'est pas comme ça que vous allez changer le monde, quoi. Donc le calcul, il est là pour éclairer derrière une décision. Bien sûr. Et à la limite, nous, on peut même rebondir un peu dessus, parce que nous, c'est un petit peu la thèse d'investissement, c'est de se dire qu'on est en train de complètement de changer la manière dont on va consommer pour arrêter ce changement climatique. Et la première brique de tout ça, c'est probablement de mesurer. Et c'est ce qu'on fait dans les startups, quoi. C'est quand tu commences à mesurer les choses, tu les améliores. Et nous, c'est la thèse. Et il y a une question qu'on se pose, et personne n'a probablement la réponse, mais là, tu vas peut-être nous en parler. Donc, on va commencer à mettre un éco-score. Donc, on va commencer à mettre des lettres sur les produits pour mesurer un petit peu leur impact environnemental. Quand on voit ce qui s'est passé sur les voitures, où finalement, on a commencé par mettre des lettres. Après, on a commencé à mettre des aides. Et on a commencé à voir que en tout cas, les mauvais acteurs étaient pénalisés. On voit que sur les bâtiments, on a commencé à mettre des lettres énergétiques. Et on voit que les mauvais acteurs aujourd'hui sont pénalisés et que où ils ne peuvent plus louer. Est-ce qu'on va vers ça finalement sur l'industrie agroalimentaire? Oui, alors ce qui est intéressant, moi j'ai eu la naïveté de penser que, parce que j'ai une ADN très B2C, donc moi je pense que souvent les choses commencent avec le consommateur final. Dans ce qu'on fait là, probablement pas. Okay. En fait, il me semble, j'observe en tout cas que c'est la réglementation, et notamment la réglementation verticalisée, qui est en train de changer les choses. Et si elle n'intervient pas, ça va prendre beaucoup plus de temps. Enfin, les habitudes de consommation sont tellement ancrées dans les arbitrages économiques, donc au niveau des prix, que si on ne fait rien d'un point de vue réglementaire, il est fort peu probable que des changements aient lieu dans un horizon de temps suffisamment court, quoi. Et donc ce qu'on observe, effectivement, les exemples que tu viens de citer, Stan, sont très très bons, hein. Effectivement, la voiture électrique, le logement, tout ça. Et c'est en train d'arriver dans l'alimentaire. Il y a déjà eu des réglementations. Enfin, la loi Egalim, par exemple, qui impose à certains acteurs, notamment la restauration collective, par exemple, d'avoir tant de pourcents de bio, tant de pourcents d'agriculture raisonnée. L'affichage environnemental, qui est un gros chantier qui est mené par l'ADEME, est en train d'arriver. Et début de l'année prochaine, parce que ce sera en janvier, en février, on commencera à voir sur les produits finis, en grande distrib, les produits alimentaires, mais aussi en textile, un score qui ne sera pas une lettre, alors ça c'est important, d'accord, qui sera un score numérique.
c'est hyper important parce que les industriels se sont dit, mais attends, mais si c'est des lettres A, B, C, D, E, en fait, ça va être très, très difficile de bouger d'une lettre à l'autre. Enfin, parce que les pratiques, vous pouvez améliorer votre intensité carbone, mais enfin, ramener au niveau de la recette, tout ça, enfin, il y a un effet dilutif mathématique qui fait que c'est très, très difficile de passer d'une lettre à l'autre. Mais si vous avez un score, l'incitation est plus importante, ça se voit. Enfin, vous pouvez regarder des chiffres et les comprendre. Voilà, donc ça, c'est en train d'arriver. Et donc ça fait bouger beaucoup de choses. Et notamment là, du coup, ce qu'on observe, c'est que les industriels de l'agro, dans le secteur alimentaire large, du coup, le savent et doivent s'équiper d'outils leur permettant de mesurer, de simuler, et ça sur des milliers de SKUs, de produits finis. C'est pas une chose facile à faire, parce qu'on s'appuie sur des méthodes qui à date, n'étaient pas facilement exploitable à l'échelle, notamment la méthode de l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode très robuste, qui a peut-être 30 ans d'existence, mais qui n'est pas faite pour scorer des milliers de produits. Et donc nous, ce qu'on fait, et c'est là que l'innovation a lieu, c'est qu'on simplifie cette méthode, on crée une ACV simplifiée, qui permet en fait de scorer, de faire des calculs sur des milliers de produits finis dans un secteur qui est très gros, quoi. Et tu disais, Stan, c'est effectivement en mesurant et en ayant une idée des chiffres qu'après on peut mettre des actions en place. Une fois que les produits ont été mesurés, quels sont les leviers qui peuvent être mis en place? Et est-ce que vous en proposez pour faire en sorte de réduire l'impact? Oui, alors il y a différentes choses que les industriels font lorsqu'ils ont mesuré. D'abord, ils commencent à... Première chose qu'ils font, avant même de rentrer dans les leviers, c'est de commencer à réfléchir à, OK, j'ai fait un calcul, j'ai ma baseline, j'ai la photo d'aujourd'hui, et ils vont commencer à faire des simulations, des projections, ce qu'on appelle des trajectoires. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler de trajectoire SBTI, Science Based Targets Initiative, où finalement, tu as une communauté d'entreprises qui englobe de proche en proche, qui va englober l'ensemble des entreprises de nos économies, s'engagent sur des horizons de temps relativement courts, genre 5-10 ans, sur des trajectoires de réduction d'émissions. Donc la première chose qu'elles font, ce qu'on observe, c'est qu'elles commencent à réfléchir à des trajectoires. Et ensuite, ces trajectoires, il faut être capable de les réaliser. Et donc là viennent les leviers d'action. Et donc nous, typiquement, oui, on a vocation vraiment à construire des modules qui vont leur permettre d'identifier des leviers, notamment dans le domaine des achats, du sourcing, pour les aider en fait à engager une conversation avec leurs fournisseurs sur leurs pratiques. Parce que, en fait, dans notre domaine, dans l'alimentaire de manière très large, ce sont les pratiques amont, les pratiques des producteurs, les pratiques agricoles qui, grosso modo, impactent ces évaluations, ces calculs. Le fameux Scope 3. Et donc, ces pratiques ne sont pas simples à connaître ou à modéliser, ou à calculer, ou à évaluer. Et donc, c'est là où on apporte, en fait, une expertise verticale avec Carbon Maps. Et c'est ça qui est hyper frappant d'ailleurs quand on voit vos graphes, c'est que on a toujours un peu le réflexe de t'as trié tes déchets, et en fait quand on voit vos graphes, il faut que ça soit ultra local. Et dans vos graphes, on voit que le gros de l'impact, en fait, c'est la manière dont on cultive, et c'est la. Ouais, tout à fait. C'est les intrants, c'est l'alimentation des bêtes, ça peut être les conditions d'ailleurs pédoclimatiques dans différentes régions qui vont impacter voilà. Et donc ça va bouger avec le réchauffement climatique. Les régions vont encore bouger dans leurs conditions, dans leur situation pédoclimatique. Et donc, vous allez avoir des supply chains qui vont être en mutation permanente, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être un élément important dans ce que vous faites et qui nous fait qu'on est fasciné par Carbon Maps, mais c'est que finalement on a vu plein de modèles où on faisait de la comptabilité carbone, mais à un assez bas niveau, et finalement on a tendance à moyenner un petit peu. Finalement, si on dit qu'un t-shirt blanc c'est un t-shirt blanc, en fait on fait jamais la différence entre quelqu'un qui fait un t-shirt blanc
parfait en prenant toutes les meilleurs tissus et en faisant les choses bien et localement. Et on fait pas la différence entre quelqu'un qui va le produire dans des conditions atroces avec les plus mauvais tissus mais les moins chers. Et c'est ça fondamentalement la différence entre Carbon Maps et quelqu'un qui ferait de la comptabilité carbone trop généraliste. C'est que vous, en entrant et en remontant dans les différentes chaînes, vous êtes capable de mettre en avant les acteurs qui font les choses de la manière la plus propre. En fait, ça revient à dire qu'on les aide à faire de la différenciation intra-catégorie au sein d'une même catégorie de produits. Ouais. Même si ces produits sont très émissifs, il y en a qui sont meilleurs que d'autres en termes d'impact. Avec un bon steak. Ouais. Et donc ça demande quand même un peu de granularité. C'est pour ça qu'on a choisi de se verticaliser, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire sur toutes les verticales du monde, quoi. C'est très dur à faire. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des objectifs et des challenges à venir, nous parler un peu de tes clients aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sur le marché français ou européen? Quels sont un peu les... Ouais, alors aujourd'hui, pour commencer avec quelques chiffres, on a une quinzaine de personnes là. Donc on a commencé en janvier. On a une première version de la plateforme est sortie durant l'été dernier. Et on a aujourd'hui une douzaine de clients industriels. Alors, on a des clients agro, donc alimentaires, donc typiquement un client comme Andros, par exemple. On a des clients, des producteurs. On a par exemple l'association des producteurs de Belle, dans l'Ouest, la PBO. C'est un syndicat de 800 fermes de lait qui produisent le lait de Belle en France. Donc, on les aide justement à évaluer leurs pratiques et notamment l'impact de leurs matières premières pour éclairer en fait leurs décisions sur les pratiques. C'est très opérationnel. On a des startups comme Foodles ou Refectory. On a aussi dans la restauration, énorme traction dans le food service. Notamment, on parlait de Sodexo tout à l'heure, mais Sodexo est l'un de nos clients pilotes sur le segment éducation. Voilà, donc c'est quelques exemples. Donc en fait, nous, on regarde le secteur alimentaire de manière large, pas que agroalimentaire en fait. Donc restauration assise, restauration collective, industrielle, producteur, toute la chaîne. Et distributeurs aussi. Voilà, on a des clients distributeurs dont on n'a pas encore clearé le droit de citer les noms, mais ça va venir en janvier, je pense. Mais notre premier gros client était un des leaders de la distribution de frais en Europe. À suivre, donc. À suivre. On a encore quelques minutes. Stan, tu as une question? Oui, tu nous disais que tu fais un rapprochement qui est super intéressant entre la comptabilité financière et la comptabilité carbone. Tu vois, si tu nous projettes un peu dans 3, 4, 5 ans, tu vois, à quoi va ressembler Carbon Maps finalement? En fait, moi, je suis... vous voyez comme moi, en fait, les COP se suivent, et les actions... comment dire, des États sont là où ils sont. Enfin, je pense que il est illusoire de penser que les choses vont changer si on n'arrive pas à intégrer nos actions dans ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes, qui fonctionnent avec des règles de marché. Et je pense que pour le faire, en fait, il faut absolument que le coût environnemental des produits que l'on achète soit intégré dans le coût des matières, dans les cost of goods sold, quoi. Et donc, pour moi, il est absolument évident, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, ça c'est notre vision chez Carbon Maps, que la comptabilité environnementale qu'on est en train de bâtir nous va se rapprocher et va être fondue, va être embarquée dans la comptabilité d'entreprise générale. Et je pense que c'est fondamental. Je pense qu'on achètera cette table, par exemple, voilà, son prix va changer parce que son coût des matières va changer lorsqu'on aura intégré typiquement le coût du carbone induit. Et évidemment, le carbone, c'est tradé sur des places de marché, il y a une valeur. On pourrait aujourd'hui, en fait, l'intégrer dans la comptabilité. Et ça va se faire, je pense que ça va vraiment se faire. Et ça va changer beaucoup de choses. Les gens ne vont plus... On ne peut pas demander aux gens... Je pense que ce qui arrive avec l'éco-score, l'affichage environnemental, c'est super. Mais ça reste compliqué. On va demander aux gens de faire des arbitrages en temps réel quand ils sont devant un linéaire entre le score, le Nutri-Score, l'éco-score et le prix. Ça me semble très très difficile. Je pense que c'est un bon premier pas, mais je pense que pour changer durablement les choses,
et ça commence par la consommation, c'est là que le consommateur revient au centre, c'est lorsque les comptabilités vont fusionner et que les normes de type IFRS vont embarquer complètement en fait, l'impact environnemental, scope 3, on peut commencer par le carbone, après il y aura d'autres impacts, mais commençons par le carbone, dans le coût des matières. Et ça va vraiment tout changer. Et voilà, donc je pense que c'est ça la révolution qui se passe, c'est que la donnée environnementale est en train de diffuser dans les processus métiers. Et en fait, tous les métiers vont changer. Les acheteurs ne vont plus acheter de la même manière. Les financiers ne vont plus reporter de la même manière. Ouais. Les marketeurs ne vont plus marketer de la même manière. Et les équipes R&D ne vont plus concevoir les produits de la même manière. Tout ça va changer. Est-ce que ça veut dire qu'on va payer une salade 24 € comme on le voit passer sur certains posts LinkedIn qui nous expliquent que si on prend en compte tous les bienfaits de la nature qui sont utilisés pour faire grandir la salade, est-ce que ça veut dire qu'on va payer les choses leur vrai prix, donc forcément un peu plus cher? Est-ce que ça veut dire qu'on l'avait payé beaucoup plus cher? En fait, je vais le dire à l'envers. Aujourd'hui, ton burger, tu l'achètes pas assez cher. Ouais. Par contre, une salade qui est produite avec des pratiques agroécologiques, moi, je pense pas qu'elle va coûter si cher que ça. Je pense pas. Avec pas d'intrants, pas d'engrais azotés, non, je pense que ça va en fait favoriser une bascule d'abord de notre alimentation vers le végétal et vers des légumineuses, vers des pratiques agroécologiques. Et c'est ça qui va se passer. Sans ça, en fait, il n'y aura pas de bascule. C'est sûr. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Et on a toujours les petites questions de la fin pour finir sur une note légère. Stan, tu veux poser la première? Je n'ai pas les questions de la fin, sauf... Les questions de la fin, c'est à la fin du doc, je commence. Quel est ton plat d'hiver préféré, Patrick? Inspire-nous un peu. Qu'est-ce qu'on peut manger ce soir? Alors moi, écoute, j'adore... J'aime beaucoup la cuisine israélienne en ce moment, et notamment un de mes plats favoris du moment. Ouais. C'est un petit restaurant rue du Château d'Eau, dans le 10e, Chiche. Ils font un hummus à base d'aubergines grillées, qui est absolument dingue. Voilà. Bon. Tu seras plus jamais tranquille dans ce resto. Il va y avoir tous les fans de Patrick tous les soirs. Rendez-vous chez Chiche. Et tu nous as dit que t'étais DJ apprenti. Quelle est ta musique du moment? Alors moi, je suis un énorme amateur de rap, de hip-hop old school. Voilà. Biggie, Tupac, Dr. Dre, j'adore. Donc, je suis incollable. À l'ancienne, voilà. Les fondamentaux. Mais voilà, donc moi j'écoute beaucoup de ça. Et après, mais ce qui est bien, c'est qu'en apprenant humblement à comprendre ce qu'est le son et à le manipuler, tu n'écoutes plus la musique de la même manière. Tu commences vraiment à l'ingénierie dans ta tête. Ouais, tu l'écoutes plus de la même manière. Tu deviens un étudiant de la musique et pas juste un consommateur passif de musique, quoi. Et t'as pas envie parfois de l'écouter comme tu l'écoutais avant? Est-ce que ça te gêne pas de l'écouter Non, au contraire, en fait, tu es dans un mode de... tu es moins passif, tu es plus créatif, tu réfléchis à des trucs que tu pourras peut-être un jour reprendre. Et même si tu le fais pas, ton cerveau a fonctionné de manière très différente, quoi. Intéressant. Ça, moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi, je trouve ça vraiment... c'est une consommation qui a changé. Je suis passé de passif à actif. Je subissais, maintenant je suis créatif, même dans ma tête, quoi. Même si derrière, je ne suis pas David Guetta non plus, quoi. Et est-ce que tu as des moyens, quels sont tes moyens? Comment tu déconnectes? Moi, alors, j'aime pas trop mettre de barrières entre la vie pro et perso, parce que je pense que je pense une des valeurs phares qu'un entrepreneur de manière générale doit cultiver, c'est sa capacité à se renouveler, à créer, à être créatif. Pas créatif au sens du design, mais être capable de se renouveler en permanence. Et donc ça demande quand même de l'espace. Enfin, mettre des silos, je trouve que ça fonctionne pas. Tu y penses tout le temps, tu penses en permanence à tes clients, à ton business, tout ça. Donc, je pense que c'est bien, parce que je pense que c'est bien de donner de l'espace, et cet espace diffuse dans ta vie privée, et donc tu y penses tout le temps. Moi, alors, le seul vrai moment où moi je me déconnecte, c'est que on parlait de sport de combat tout à l'heure. Quand tu es dans un combat, tu n'as pas le choix, parce que si tu ne te déconnectes pas, il se passe ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, je me suis cassé le nez. Voilà.
Bon, et ben on va s'arrêter sur le cassage de nez. Merci Patrick de nous avoir accordé un peu de temps. Merci et nous à avoir vous. partagé Merci tous tes Sophie, merci savoirs. Stan. À ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé écouter cet épisode et que vous êtes curieux d'en savoir plus, sachez que Carbon Maps publie régulièrement des articles sur LinkedIn en anglais, très intéressants. Donc n'hésitez pas à les suivre et n'hésitez pas à nous suivre aussi si vous avez envie. Et à partager cet épisode à votre entourage. On est dispo sur de nombreuses plateformes, donc vous avez zéro excuse. Merci Stan aussi d'avoir fait cet épisode avec nous et on vous dit à la prochaine. Merci. Ciao. Merci.